Avertissement, cette vidéo contiendra des spoilers, beaucoup d'opinions et assez de sel pour forcer la baleine à mettre la clé sous la porte. Bon visionnage! Bien le bonjour, si vous avez suivi un peu mes vidéos récentes, vous avez vu une baisse drastique de mes vidéos sur un certain univers qui était jusque-là omniprésent sur ma chaîne. La raison à cela est qu'entre-temps, un spin-off de ce jeu est sorti, et que ce spin-off m'a coupé toute envie de rester sur cet univers tant il m'a mise dans une colère noire. J'ai rage quit ma Switch pendant plus d'un mois avant de trouver le courage de la reprendre. Mais bon, après avoir enfin terminé les 2 seules routes que je voulais bien faire, j'ai été un petit peu calmé par certains petits détails et suis maintenant capable de vous faire un retour du jeu qui ne sera pas que moi qui hurle des insultes. Beaucoup quand même. Disclaimer que j'ai refusé tout net de faire Brasier Pourpre, j'ai testé la démo, ça m'a suffi pour savoir que je ne voulais pas aller plus loin, et de toute façon, une amie qui l'a faite m'a dit qu'on pouvait résumer le scénario par « Edelgard se plaint que conquérir le monde n'est pas facile pendant une quarantaine d'heures, et il est hors de question que je subisse ça ». Cette review se basera donc sur mon expérience de Fournaise Dorée et Lueur d'Azur. C'est parti! On va tout de suite commencer avec le point le plus important et le plus douloureux de ce jeu. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mes Bambi? 20 émeraudes est ma route favorite du jeu de base. C'est en partie dû à son scénario, en partie dû à ses personnages, en partie dû à ses maps et en partie dû à ses révélations. Je vous avouerai que je n'ai trouvé aucune map de Sweet Hopes transcendante, mais en même temps, un Musso n'est pas là pour t'impressionner avec son level design. Par contre, au niveau des 3 autres détails, déjà les révélations sont absentes. Mais aussi et surtout, les personnages sont incroyablement mauvais et en conséquence, le scénario est à chier. Le personnage massacré en chef ici est très clairement Claude. Donc vous savez, mon personnage préféré du jeu original. Pour commencer, je pense qu'il faudrait un petit récapitulatif de Claude dans Sweet Houses si vous voulez bien. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'analyse de personnage d'environ 45 minutes que j'ai déjà faite de lui, mais Claude est intelligent, sympathique, celui qui donne le plus voix au chapitre à ses alliés, son objectif principal est toujours d'épargner autant de junk possible, il s'entend bien avec Dimitri, il déteste le sang versé par la guerre, il se rend compte que seul l'Empire est une menace et lui est fermement opposé pendant 5 ans sans jamais ne serait-ce qu'envisager de les rejoindre, il a conscience que même si l'église doit être réformée, elle n'est pas le problème en elle-même, mais aussi, et surtout, il se pose énormément de questions, ne prend jamais rien pour acquis et est extraordinairement curieux, admettant même qu'il déteste plus que tout ne pas savoir quelque chose. Son objectif principal est de réformer Almira et il pense juste pouvoir atteindre cet objectif grâce à Faudlan. Il souhaite changer les mentalités en Faudlan, mais ça s'arrête là, et son rêve est de mettre fin au racisme. Eh bien oubliez ça ici! Ici, Claude est un arriviste qui ne se pose aucune question, qui arrive d'une certaine façon à considérer le royaume, qui n'a rien fait d'autre que défendre ses terres à l'ouest, comme tout aussi responsable de la guerre et de la façon dont l'Empire envahit actuellement l'Alliance sans provocation que l'Empire lui-même, il prend décision conne après décision conne, il gobe ce qu'Edelgard lui dit sans demander de preuves ou de détails, il souhaite faire table rase sur l'intégralité de Faudlan car il trouve leurs coutumes et traditions barbares, ce qui est franchement pas ouf comme message, je veux dire c'est un peu ce que l'Europe a fait au reste du monde à une époque, et tout le monde est d'accord pour dire que c'était de la merde, il s'en bat les couilles d'Almira et mentionne même ne pas être sûr de vouloir y retourner un jour, il est d'une hypocrisie à vomir, prend la guerre de la lune croissante qui date de 300 ans comme justification pour envahir le royaume, il dit ne jamais savoir à quoi Dimitri pense alors que bordel de merde, Dimitri est le mec le plus simple à comprendre du monde, il est aussi curieux qu'une sandale, part du principe que l'église est le problème sans la moindre preuve alors qu'il est au courant de l'existence des serpents comme dans le jeu de base, et son développement consiste maintenant en laisser ses alliés participer aux décisions au lieu de tout faire tout seul. Vous savez, un truc qui ne lui a jamais posé problème dans le jeu de base. Ce personnage n'est pas Claude, tout simplement. Il a été écrit par quelqu'un qui a vu sa réplique où il mentionne qu'il se demande à quoi ressemblera un monde sans Rhea et qui a décidé de faire un scénario entier sur cette seule réplique sans réfléchir à une seule seconde à si ce serait logique avec le personnage original ou au contexte de base de cette phrase. Le personnage a tellement été piétiné que je n'arrive même pas à être heureuse qu'on ait légèrement exploré sa famille, ses vulnérabilités et son génie tactique, alors que c'était ce dont je rêvais le plus à la fin du jeu de base. Et les autres cerfs d'or suivent, hein. Juste parce que c'est lui le pire veut pas dire qu'ils sont exemptés. Hilda, le personnage dans toute la contradiction venait du fait qu'elle est incroyablement compétente et intelligente malgré ses airs, est maintenant incroyablement conne et ignorante au point de ne pas savoir qui de Félix ou de Sylvain est un Fraldarius.
Léonie, dont tout le principe était qu'elle était bien plus au fait des choses que la plupart de ses camarades parce qu'elle a grandi au cœur du peuple, est maintenant stupide également et ne comprend même pas quand on lui parle de sexe. Lorenz n'a aucune évolution, Marianne et Licitea sont inexistantes, Raphaël a perdu les quelques nuances qui le rendaient si attachant dans le jeu de base, seul Ignace ne se voit pas massacré puisqu'il alterne maintenant légèrement plus les sujets de conversation, mais on ne retrouve en général pas les personnages extraordinaires de la route de base qui ont été ici remplacés par une mauvaise fanfiction qui s'amuse à les ruiner tous l'un après l'autre. Et en résultat, le scénario est d'une nullité absolue, au point qu'après la colère vient l'hilarité. La fin de cette route était si nulle que j'en étais plus morte de rire qu'autre chose. L'antagoniste au final, Réa, n'a rien à foutre là. Les personnages sont en mode « Oh là là, l'église est le problème, l'église, l'église !» Sauf qu'avant d'affronter Réa pour la première fois lors de l'un des derniers chapitres, on ne voit celle-ci que 2 fois de la route entière. Quand elle accueille notre protagoniste et tient à le remercier pour son aide, et quand elle fuit Garegmak et est accueillie par le royaume qu'elle remercie et à qui elle promet de ne pas être un poids et de faire son possible pour l'aider. Ouah, ça c'est de la méchance. J'ai très envie d'affronter une femme qui a été chassée de chez elle, qui a toujours été courtoise et qui tient à faire tout ce qu'elle peut pour remercier les gens qui l'aident. Oh, et avant le combat final, on ne l'a qu'une fois de plus. La majorité des cinématiques vers la fin sont dédiées à convaincre Dimitri de nous laisser faire notre massacre infondé. Rien n'apparaît qu'une seule fois de plus, Furax et a raison, et son rôle principal dans cette scène est de dire à Cétès et Flame de fuir si la situation tournait au vinaigre, avant de s'avouer prête à risquer sa vie car elle se doit de protéger Faudlan et l'humanité. Ce qui, on le sait quand on a joué avant Emeraude, est véridique. Elle n'a fait que ça pendant 1000 ans, donc ouais non. Antagoniste la moins built-up et préparée de tous les temps, elle ne rencontre même jamais les cerfs d'or avant qu'on l'affronte. On ajoute à ça les événements ridicules qui se déroulent sur cette map finale et les réactions absurdes des personnages, ou l'absence de lorsqu'il devrait y en avoir une, et j'ai fini par avoir une pensée, une théorie, qui est la seule chose qui pourrait expliquer cette merde en boîte dénuée de la moindre logique. En fait, nos personnages sont en pleine campagne de Donjons et Dragons. Je pense que nous sommes presque prêts à commencer cette campagne. Où en sont vos fiches ? Dame Réa, c'est une fiche de personnage que vous avez là ? Ah oui, j'ai mon propre personnage, mais comprenez qu'il ne s'en sortir que pour aider les joueurs lors de situations trop complexes pour leur niveau. Ces statistiques sont beaucoup trop élevées pour que ce soit juste sinon. Il y a moyen qu'on l'affronte ? Eh bien, si vous dédiez votre campagne à détruire l'église centrale, j'imagine, mais je pensais qu'on avait prévu de partir sur une campagne de résistance face à l'Empire, mélangée à un échange culturel avec Almira. Vous savez très bien que le problème en cette ère provient en réalité d'Agartha. Oui, bien sûr, parce que je ne suis pas idiot et que je me pose des questions. Mais juste, envisagez la situation. Imaginez que mon personnage soit royalement con et dénué de la moindre curiosité. Vous sentez-vous capable de jouer un personnage stupide ? Ça sera un défi, mais ça en vaut la peine. Oh moi aussi, je veux être complètement conne. Moi aussi je peux être idiote, et genre, à toujours me poser des questions sur comment être mercenaire. Mais enfin, Léonie, votre fiche de personnage dit que vous êtes mercenaire depuis 2 ans. Complètement conne, souvenez-vous. Oh, moi j'aimerais bien étudier ce qui aurait pu se passer si j'étais vraiment devenu chevalier. Intéressant. Dans ce cas, partons du principe que mon père vous a engagé pendant ces 2 ans. Oui, en effet, c'est une idée fascinante à explorer. Et vous, Lorenz, que comptez-vous faire ? Oh, mon seul trait de personnalité en dehors de mon classisme habituel sera de mépriser Claude. Et Quoi ? Ce n'est qu'en me rendant compte de votre intelligence et de votre bon cœur que j'en suis venu vous respecter. S'il manque à l'appel, je ne vois pas de raison que mon avis change. Ah, c'est pas faux. Il reste Raphaël, Licitea et Marianne. La bouffe! Oui, Raphaël, on aura à manger pendant la campagne. Non, non! Je veux que mon personnage se limite à la bouffe! Aucune autre nuance, aucun autre trait de personnalité, je veux juste manger! Je vais me jouer moi-même et comme bon me semble, les autres sont juste ridicules. Je vois. Ça ne me dit pas grand-chose sur votre personnage, mais soit. Marianne ? Enfin, tant que je peux passer du temps avec les animaux... Si vous le souhaitez, votre attaque ultime pourra invoquer un cheval. Sur ce, êtes-vous prêt à commencer ? Continuons dans ce qui ne va pas. On peut parler de toute la façon dont l'église est traitée dans cette route. Et pas juste l'église centrale, non, même si on peut quand même considérer incroyablement absurde que l'église occidentale, qui est si fanatique que même l'église centrale trouve ça dérangeant et qui, on le sait grâce à une mission de CTS dans le jeu de base, est celle qui est en réalité à la base des idées racistes qui se transmettent en Faudlan, puisse être préférable à l'église centrale. Néanmoins, le top du top restera l'église orientale, en mode supériorité morale parce qu'ils n'ont pas de soldats, parce qu'il ne faut pas utiliser la force pour les fidèles. Sauf qu'en fait, on a vu dans le jeu de base que ça veut surtout dire que lorsqu'ils ont un pépin, ils appellent l'église centrale à l'aide. Église centrale qui s'empresse toujours de courir à leur secours d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, cette route aurait pu se nommer Hypocrisie dorée, parce que j'ai cru que j'allais jeter ma Switch par la fenêtre lorsque nos personnages, tout tristes après avoir tué le margrave Gauthier, déclarent que la chevalerie sont des valeurs dépassées et qu'ils créeront un monde où ce genre de sacrifice n'aura plus besoin d'exister. Alors qu'on est la raison pour laquelle il s'est sacrifié! On était sur le point de tuer Félix et Rodrigue pour envahir leur terre, Mathias Gauthier se sacrifie pour permettre à un de ses amis et au fils de celui-ci de fuir, et nous sommes, étrangement, censés trouver ça absurde et ridicule, alors que Holst fait exactement la même chose dans Vent Émeraude
et est vu comme un modèle de vertu pour ça. Même en restant sur ce jeu et sur cette route, Ladislava fait également exactement la même chose plus tôt, et là apparemment ça ne pose pas de problème, parce que pour des raisons. Sans doute parce que ce jeu essaie de nous faire croire que ce n'est un problème que quand c'est le royaume, et va donc pointer du doigt tout ce qu'ils font et ignorer quand les autres le font aussi. De même, l'idée de créer la fédération va à l'encontre même de ce qu'on sait de Leicester dans le jeu de base. Ils ont formé un conseil de nobles précisément pour ne plus jamais être dirigé par un roi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'agit de la faction avec le plus de roturiers et de gens sans emblème important, parce qu'ils étaient passés au-dessus de l'idée d'un dirigeant unique, et que malgré tous les coups bas et côtés retors des nobles qui s'y trouvent, ça avait donné plus voix au chapitre aux gens de basse naissance. S'il est logique de faire un système de crise en cas de guerre comme la route semblait nous sous-entendre qu'ils allaient faire au début, le fait que le jeu essaye de nous faire croire ne serait-ce qu'une seconde que maintenant que Leicester est dirigé par un roi, les roturiers auront plus de pouvoir, est d'une absurdité sans nom. Je ne comprends même pas comment quelqu'un peut avoir écrit ça et s'être dit oui, ça a du sens. Idem pour les soutiens Claude Lorenz, qui s'achève avec Claude qui suggère des élections. Parce qu'apparemment, ces personnages qui viennent d'abandonner une oligarchie au profit d'une monarchie, qui ne comprennent pas qu'on puisse vouloir sauver ses amis, et qui ont décrété qu'il fallait exterminer un organisme religieux qui ne leur a rien fait, parce qu'ils pensent que celui-ci freine le progrès, mais n'ont aucune preuve, et n'ont pas du tout regardé à quoi ressemblait ce qui est censé le remplacer, ou si ça a vraiment du sens, ont des moralités modernes. Mais oui, bien sûr. Claude, nous sommes d'accord que vous savez que votre père est en train de faire une dépression à cause de votre absence, mais que vous vous en massez les noix avec une râpe à fromage. Mon personnage est stupide, indifférent, hypocrite et s'en fout prodigieusement d'Almira. C'est pour ça qu'on a écarté tout le monde sauf Nader du scénario. Bien sûr qu'il s'en fiche que son père fasse une dépression, et du coup laisse ses frères faire ce qui leur chante. Est-ce que c'est vrai que votre père ignorait où vous étiez, mais pas votre mère? Ma mère dirait à mon père où j'étais si elle le savait. Elle est assez amoureuse de lui pour traverser la frontière et devenir reine d'un pays qui la méprise. Jamais elle lui mentirait à ce sujet. Surtout si elle voit que ça a un tel effet sur lui. Mais alors... Vous en faites pas, Hilda, ce scénario n'a aucun sens. On a juste décidé que tout était bon pour justifier d'affronter l'église centrale. Ça implique de sacrés sauts de logique. Oui, après tout, votre alliance avec Edelgard peut se résumer par elle qui prétend n'avoir rien fait de mal et refuse de prendre ses responsabilités, puis qui vous donne des arguments dénués de sens, et vous qui dites oui malgré tout. Sans oublier qu'ensuite, on la croit sur parole quand elle nous dit que l'église centrale est la source de tous les maux et a commis de nombreuses atrocités. Et on ne cherche même pas à en savoir plus de notre côté, ce qui est tout à fait notre genre. D'ailleurs, est-ce que je suis apparue dans votre scénario? Il me semble que vous avez accueilli la mercenaire qui nous accompagne en tant que PNJ à Garegmac. Oh! Et vous avez mentionné avoir été accueilli par le royaume? Oui, mais dans ce cas, je n'ai donc rencontré aucun de vos personnages. Vous comptez changer ça à un moment? Parce que là, vous avez décidé de m'affronter sur des ondits tout de même. Non mais justement, Dame Rhea, si on vous rencontre hors combat, on se rendra compte qu'on fait de la merde et on perdra toutes nos raisons de vous affronter. Je crois que je n'aime vraiment pas ce scénario. En fait, cette route m'a donné la même sensation que Fleur Vermeille. Donc la route qui a failli me faire abandonner le jeu de base et qu'encore maintenant je qualifie comme la pire chose qui me soit arrivée ces dernières années. Un scénario si répugnant qu'il me coupe l'appétit chaque fois que j'en parle. Fournaise Dorée m'a donné cette même sensation de stupidité pour être stupide, de déshumanisation de gens qui ne vous ont rien fait, de fausses solutions proposées à un problème qui trouve sa base entièrement ailleurs, de refus d'envisager des compromis et de supériorité morale de la part de gros enfoirés. Le jeu de base avait été félicité pour son absence de manichéisme, mais on reprochait parfois aux Serdar d'être de loin la classe la plus claire moralement, comme si c'était un défaut. Le fait était que dans Three Houses, il n'y avait finalement que deux factions extrêmement sombres, à savoir l'Empire et les Serpents des Ténèbres. Et les trois autres factions, le Royaume, l'Alliance et l'Église, n'entraient jamais vraiment en conflit. Donner un côté sombre à Claude et faire du moment où il doit tuer son frère ce qui le fait basculer, était une idée intéressante. Mais comme pour tous mes projets d'art plastique, une bonne idée ne veut pas dire une bonne exécution. Et le chapitre censé montrer ce côté sombre était extrêmement mis à mal par le fait que je me sentais beaucoup plus mal pour Catherine que pour Randolph, qui dans le jeu de base est montré comme un imbécile orgueilleux et le roi de l'hypocrisie. De la même façon, je ne comprends toujours pas comment le jeu peut essayer de me faire croire qu'une fin où on tue Cyril et Rhea est une meilleure fin que d'envoyer Edelgard chier. Mais le fait est qu'avec la façon dont ils ont fait de Leicester une faction de sombres crétins hypocrites, en effet, la faction la plus claire du jeu de base s'est obscurcie et ne laisse donc plus que le royaume et l'église comme faction franchement sympathique. Encore plus au vu du fait que, on en reparlera plus tard, mais les lions sont ici encore plus sympathiques que dans le jeu original. Le jeu a voulu rendre sa moralité plus grise, mais tout ce qu'il a vraiment fait, c'est me donner deux factions composées de gros enfoirés et une faction de héros absolus qui se font attaquer et trahir de toutes parts, qui ont les terres les plus inhospitalières du tas et donc le moins de ressources, et qui malgré tout, en plus de ne pas être en train de perdre la guerre, ne perdent pas leur valeur de protéger les plus faibles, d'aider les gens qui les ont aidés, et de se sauver les uns les autres. Félicitations Three Hopes, je rends mon badge de la team Leicester, je suis maintenant uniquement team Fargus et Seiros, le reste de Faudlan ne mérite pas ses anges. Bonjour les copains. Mercedes, c'est un plaisir de t'avoir. Comme le reste des lions de Saphir, Mercedes a accepté de venir jouer l'adversaire lors de votre campagne. Elle sera du côté de l'église pendant cet affrontement. Néanmoins,
Son frère est sur le champ de bataille comme unité indépendante. Si vous jouez fin jeu, vous pourrez peut-être la faire se rendre et l'épargner. Oh, on pourrait pas l'avoir qui nous rejoint à la place? Ça ne me semble pas très logique au vu de mon personnage. Croyez-moi, Mercedes, la logique et la caractérisation ne sont pas vraiment des préoccupations ici. Donc, Claude, nous sommes d'accord que vous venez de tuer Cyril, un adolescent de 16 ans, un de vos concitoyens d'Almira, un orphelin de guerre pour qui dans le monde réel vous vous sentez incroyablement mal, et que vous pensez que vous auriez dû pouvoir aider, mais que là, vous n'en avez rien à faire. Pas même une réaction de ma part. Hilda, il en va de même pour vous et Halls. Il s'agit d'un garçon que votre famille a maltraité et réduit en esclavage, et vous n'avez pas même le moindre remords à lui faire ça. Je suis complètement conne, je ne l'ai probablement même pas reconnu. Ah, je vois ce que vous vouliez dire au sujet de la logique. They see that magic as the goddess's protection? Their faith has blinded them. Marianne, je suis une enfant de la déesse. Ceci est assez littéralement une protection divine. Je sais, je suis désolée, mais mon personnage... Chut, c'est rien, c'est rien. Vous jouez juste RP, je sais. It's time to finish this, Rhea. Are you sure you don't want to just walk away? It's not too late. Mais... Claude, ça fait je ne sais combien de semaines que votre personnage est obsédé par l'idée de me tuer et est persuadé que ça mettra fin au conflit. Il a certes changé à 3 reprises de raisonnement quant à pourquoi c'est nécessaire, mais c'est une des rares constantes de cette histoire. Pourquoi me dirait-il ce genre de choses? Sans oublier que vous venez de reconquérir la demeure qui m'a été volée. Je ne peux guère rentrer chez moi, et vous le savez mieux que quiconque, puisque c'est à cause de vous. Ah, pardon. L'absence de neurones de mon perso est contagieuse. Au fait, est-ce qu'on peut mentionner que vu que dans cette histoire, Sotis est toujours présente en moi et a apparemment sa mémoire intacte, il est parfaitement impossible qu'elle me laisse affronter sa fille comme ça? Tout à fait, cher enfant. Vous pouvez aller faire autre chose si vous le souhaitez. Impec. Bon, Qu'est-ce que vous faites? qu'est-ce que vous croyez? Je baisse mes statistiques. Mon personnage est capable de résister à une ogive nucléaire et de détruire une ville en un souffle. Si je dois avoir ce genre de puissance, alors vous n'aurez aucune chance de me vaincre. Oh, on va affronter votre forme de dragon? C'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce scénario absurde, non? Alors allons-y. Comment réagissez-vous à ma transformation? Je suis surpris, j'imagine. Mais en y repensant, vu que mon personnage est aussi insipide qu'une tasse vide, il s'en fiche probablement un peu. Je parle de bouffe. Vous savez quoi? On va pousser le ridicule jusqu'au bout. Moi, je fais comme si je n'avais rien vu. Je déclare que je vais être vu comme un héros de Fodlan. Je me sens obligée de mentionner tout de même que je ne suis toujours pas convaincue du bien fondé de nos actions. Ça va sûrement être vos dernières répliques de cette campagne. Êtes-vous sûr? Absolument certaine. Mais dans ce cas, à quoi cela servait-il que je me transforme en dragon si vous vous en moquez tous? À quoi a servi cette campagne entière? Je pense que vous auriez dû garder vos statistiques dans leur état normal, Damrea. Bon, et sans même parler de la débilité entière de ce niveau final, de l'absence totale de réaction de qui que ce soit, même Claude qui se contente d'être vaguement surpris mais n'en a rien à foutre alors qu'il était absolument obsédé avec l'Immaculée dans le jeu de base, parle-t-on de cette fin? Aucune des fins n'est conclusive, quoique encore Lueur d'Azur ça va, ce qui était clairement intentionnel et me donne la sensation que les créateurs ont voulu transmettre le fait que ce jeu n'est pas aussi canon que l'original, mais la fin de Fournaise Dorée est à pleurer de nullité! Déjà, vu que Claude n'a montré aucun intérêt envers l'Immaculée, il n'y a aucun sens à ce que vos personnages sachent comment la vaincre. Cette mort est très anticlimatique et, exactement comme dans Fleur Vermeille, va à l'encontre de ce qu'on voit dans Neige Argentée et Vent Émeraude, à savoir que quand Rhea est gravement blessée, elle reprend forme humaine. D'ailleurs, exactement comme la dernière fois, cette déshumanisation d'une survivante de génocide qui a tout fait pour sauver le monde pendant 1000 ans continue de me faire me sentir extrêmement mal à l'aise. Et comme pour nous montrer à quel point on a merdé, même cette victoire n'est pas du tout vue comme glorieuse, tout le monde est sombre, et le jeu finit par quelques paragraphes de narration qui nous disent qu'en gros, ce qu'on a fait n'aura servi à rien si Edgar ne se sort pas les doigts du cul, et on a vu plutôt qu'elle a plutôt envie de faire un génocide du royaume. Quoi? Ah non, je suis désolée, elle dit qu'elle veut conquérir le royaume parce que l'église centrale y est trop fermement ancrée, archevêque ou pas. C'est pas Dimitri le problème dans ce cas, hein, c'est la population. Si elle veut se débarrasser de l'influence de l'église centrale en Fargus, il faut qu'elle anéantisse la population, et je ne l'admets honnêtement pas au-dessus de ça. Mais là où cette fin de merde remue le couteau dans la plaie, c'est quand on la compare à la fin de Vent Émeraude, qui était la seule à nous fournir des réponses, qui nous montre un Claude qui ressent énormément d'empathie envers Rhea et les Nabatéens, qui nous permet de vraiment mettre fin au problème des serpents, et qui est un parallèle magnifique avec la cinématique d'introduction. Eh bien ici nous n'avons rien! Nous avons un connard qui bute une femme qui est déjà tout perdue, était chassé de chez elle et traqué comme une bête sauvage, qui s'est sacrifié pour protéger le monde, qui a demandé à son frère et sa nièce de fuir, qui a passé 1000 ans à faire tout ce qu'elle pouvait pour l'humanité, et elle se fait tuer sans état d'âme, ou tentative de discuter, par les descendants de ceux qui lui ont autrefois tout pris. Si ça ne vous file pas la gerbe, je sais pas ce qu'il vous faut. On n'a pas la moindre réponse, on ne s'est pas du tout occupé d'Agartha, mais il y a un parallèle avec la cinématique d'intro. Un parallèle incroyablement ironique et atroce, à savoir qu'on voit Seiros affronter Goneril et Agartha sur la plaine de Tahitine, accompagné de ses frères et de sa nièce,
et qu'ici, après avoir forcé son frère et sa nièce à fuir, on tue Seiros sur la plaine de Teltin avec une descendante de Goneril et un Agarthé. Nous ne sommes pas les gentils dans cette histoire, loin de là. Nous jouons à Fleur Vermeille bis. Ou Triss, vu que Brasier Pourpre c'est pareil apparemment. Bref, rien à sauver dans ce scénario, rien à sauver dans ce qu'ils ont fait des personnages, j'ai envie de vomir, au revoir. Bon, Claude, vous faites un Nat 20 avec des modifieurs et l'aide de PNJ que vous avez sélectionné. Vous parvenez donc par miracle à toucher mon point faible alors que vous n'avez aucune raison de savoir ce que c'est. Je meurs sans cérémonie, le conflit n'est définitivement pas terminé, vous ne savez même pas si ma mort arrêtera effectivement Edelgard ou si elle permettra effectivement le progrès. Vous n'avez absolument rien accompli après toutes ces heures à part tuer des gens qui ne vous avaient rien fait. Comment vous sentez-vous ? C'est même pas satisfaisant en fait. Et le fait que tout le monde chante belle louange est plutôt dérangeant quand on voit à quel point j'ai pris des décisions de merde. Surtout comparé à ce qui s'est passé dans le monde réel. C'est sûr que tout ça pour ça. Si vous avez le temps, vous devriez nous rejoindre lors de la campagne qu'on fait avec Dimitri. Il y a parfois des changements de dernière minute en matière de scénario, mais en général, ça tient la route. Ah tiens, ils ont fait quel genre de personnage ? Des versions idéales d'eux-mêmes. Je vous demande pardon ? Eh bien, ça a commencé avec Félix, qui m'a fourni une fiche de personnage extrêmement détaillée, qui expliquait comment il s'imagine qu'il aurait changé s'il avait été nommé duc Fraldarius à 17 ans. Ce qui l'aurait forcé à travailler à la fois sur ses défauts et sur sa relation avec Dimitri. Ingrid a trouvé l'initiative excellente, par conséquent, elle a fait de même par rapport à la tragédie de Duscur. Apprendre la vérité plus tôt lui a permis de gérer sa peine et donc de ne pas avoir les diverses certitudes qui l'ont plus d'une fois mise en désaccord avec ses amis. Oh, donc ils ont fait comme moi, mais en plus travaillé. Plus ou moins. Sylvain n'avait pas l'air motivé à faire ce genre de travail pour sa fiche, donc Ingrid et Félix l'ont fait pour lui et ont gommé tous ses traits négatifs. Il est maintenant pour le moins parfait. Je pense qu'il tente de lui faire passer un message. Sylvain ? Parfait ? Ils ont également PNJisé le seigneur Rodrigue à leur côté, une idée de Félix. J'ai l'impression qu'il utilise un peu ça comme thérapie, aussi bien pour sa relation avec Dimitri que celle avec son père. Ça m'a en effet l'air beaucoup plus travaillé que ce qu'on a fait. Oh, la logique saute parfois aussi, je vous rassure. Annette a perdu mes fiches de scénario la semaine dernière, ce qui m'a forcé à passer un chapitre entier. Et H s'est à un moment trompé quant à qui était le forgeron entre Saint-Maciol et Saint-Indec. Alors dans leur univers, nous les avons inversés pour qu'ils ne se sentent pas mal. Ce genre de détails. Moi, je me contente de me jouer. Mais tu t'es déjà parfaite, Mercedes. Annette suit le mouvement, et Dedou est fidèle à lui-même. Ils sont si adorables que lorsque l'Empire a cessé de les attaquer, ils étaient prêts à finir leur campagne à ce moment précis. Il a fallu que j'enchaîne sur des histoires de seigneurs impériaux qui maltraitent leur population pour qu'ils acceptent de poursuivre leur attaque. Et c'est à contre-cœur. Et du coup, Dimitri, qu'est-ce qu'il joue ? Ah, eh bien, en fait... J'aimerais que mon personnage soit profondément suicidaire. Est-ce que je peux rejoindre cette partie ? Soyons honnêtes, je n'aurais pas fait cette vidéo sans Lueur d'Azur. En fait, je n'aurais jamais retouché à ce jeu sans Lueur d'Azur. Lueur d'Azur a été ma lueur d'espoir. Quand le scénario de Fournaise Dorée me donnait trop envie de criser, je chargeais ma partie de Lueur d'Azur à côté pour me calmer. Lueur d'Azur est imparfaite, et elle est définitivement inférieure à Vent Émeraude et Lune d'Azur, mais ça reste un plutôt bon scénario, et bordel, les lions n'ont pas été massacrés! J'ai reconnu les personnages de ce scénario! Au point où on en est, je considère presque ça comme un miracle. En effet, Lueur d'Azur, au cas où mon petit sketch Donjons et Dragons ne vous aurait pas mis la puce à l'oreille, a bien mieux réussi son concept de développement alternatif et il est possible pour un certain nombre d'entre eux de les regarder et de voir en effet les personnages du jeu de base s'ils s'étaient retrouvés dans une position différente. Félix est pour moi la bonne surprise du jeu. Comme quoi ce jeu peut avoir assassiné mon personnage favori et adressé une lettre d'amour à mon second favori en même temps. Il est tout à fait crédible de voir cette version beaucoup plus calme et polie de Félix et de tout de même retrouver le jeune homme colérique et blessé du jeu de base, mais qui en plus d'avoir été forcé de s'assagir suite aux responsabilités qui lui sont soudain tombées sur les épaules, n'aura pas eu à voir son meilleur ami d'enfance sombrer de nouveau dans la démence et raviver ainsi tous ses traumatismes, ni à subir une guerre avec ses terres en première ligne pendant 5 ans. Ce Félix est donc devenu le bras droit de Dimitri, et est en général beaucoup moins torturé qu'il ne l'est dans le jeu de base, mais il a toujours son tempérament et sa franchise, et il n'hésite jamais à reprendre Dimitri, même en public. De même, le fait de résoudre la tragédie de Duscur si tôt permet à Ingrid de prendre sur elle et d'évoluer sur ses opinions beaucoup plus tôt qu'elle ne le fait dans le jeu de base, ce qui l'aide à éviter le genre de désaccord qu'elle avait souvent avec ses camarades. J'irais même dire qu'elle est possiblement le seul personnage que j'aime un peu mieux dans ce jeu que dans l'original. Le fait de nous permettre de jouer Rodrigue nous donne également un nouveau point de vue sur le daddy le plus parfait du monde, qui est incroyablement merveilleux et qu'on a probablement tous envie qu'il nous adopte, même si le fait qu'il remplace Gilbert me frustre pour des raisons personnelles, ainsi que des raisons plus objectives comme le fait que ça nous vire une unité à la hache alors qu'on en a déjà pas des masses dans cette route. Dedou ne change pas trop, Annette, H et Mercedes non plus, et Sylvain a perdu tous ses défauts.
C'est assez perturbant, je ne vais pas vous mentir, et ça le rend beaucoup moins mémorable sans oublier que cette coiffure est un immense non. Mais heureusement, les soutiens qui justement ne sont pas trop sur le fait qu'il ait essayé d'abandonner son attitude, ce qui donne un peu l'impression qu'il ne savait pas comment développer certains personnages en dehors du scénario original, appuie plus sur les qualités qui étaient sous-entendues dans le jeu de base mais peu montrées, à savoir son intelligence, sa ruse, et le fait qu'il soit finalement beaucoup plus froid et calculateur que ses amis, mais dans le bon sens. Il considère qu'il faut ça pour les protéger. J'ai aussi énormément apprécié que le jeu me confirme ce que j'avais toujours soupçonné, à savoir que lors de leur première rencontre, il avait très probablement pris Yuri pour une femme et tenté de le draguer. Bon, ça va Ingrid, j'ai compris le message. Tu veux que j'arrête d'être un abruti? Mais est-ce que je suis vraiment forcé de chanter les louanges de Félix et Dimitri en permanence? Oui, tant que tu seras con. Reste Dimitri. Et Dimitri... comment dire? Il n'a définitivement pas été massacré comme Claude, ou même l'autre conne, dont les motivations n'ont plus aucun sens par rapport au jeu original et sont encore plus débiles et hypocrites, mais il y a tout de même un énorme décalage par rapport à son personnage de base et on peut affirmer sans trop de problème que la grosse majorité de ses nuances ont disparu. Le fait que ce Dimitri ne pète jamais de câble n'est pas vraiment un problème. Le problème vient plutôt du fait qu'il agisse comme s'il en avait pété un. L'attitude de Dimitri dans cette route est très proche de celle qu'il a après tout son développement dans Lune d'Azur, à s'auto-flageller énormément et considérer qu'il doit prendre la responsabilité de toutes les atrocités du monde. Sauf qu'ici, il n'y a littéralement aucune raison à ça puisqu'il n'a sincèrement rien fait de mal. Donc oui, c'est parfaitement absurde, mais je prendrais ça plutôt que ce qu'ils ont fait à Claude, n'importe quand, parce qu'au moins, ils ne lui ont pas retiré ses qualités ou traits de personnalité, et on retrouve même certains petits détails, comme le fait qu'il déteste parler de lui-même et détourne immédiatement la conversation sur son interlocuteur à chaque fois. Enfin, en parlant de ses traits de personnalité, ils les ont quand même sacrément simplifiés. Dimitri dans cette route, et dans ce jeu en fait, peut se résumer en 3 phrases. 1. C'est un ange absolu, il est adorable, parfait, choupi comme pas possible, toujours gentil avec tout le monde. Son seul défaut est sa manie de ne pas vouloir gêner les autres et donc prendre tout sur lui, et il le résout extrêmement vite. 2. Il lui arrive de se mettre en colère pour les sujets qui lui tiennent à cœur, mais ça n'a jamais vraiment de conséquences. 3. Il a très envie de mourir. Genre, là où c'était déchirant au début, ça finit par en devenir presque drôle. Mais donc voilà, on a fait un petit tour de Dimitri. C'est un peu triste que l'un des personnages les plus intéressants du jeu de base tienne maintenant sur un post-it, mais ça reste un personnage que j'ai reconnu au moins. Bon, bien sûr, même si cette route est la seule à avoir des protagonistes sympathiques, si sympathiques qu'ils ne font que se défendre et ne se décident à attaquer l'Empire que lorsque celui-ci devient complètement tyrannique envers ses propres habitants et montre des remords tout le long, dont vous savez quelque chose qu'aucune autre faction ne fait alors qu'ils ont des raisons 1 million de fois moins valables de les attaquer, on ne peut pas être une route de Three Hopes sans baiser violemment les messages du jeu de base, donc je vous laisse savourer l'une des dernières répliques de cette route et comparer avec tout le message anti-vengeance de Lune d'Azur qui montrait bien que celle-ci n'apportait jamais rien de bien et ne faisait que vous détruire. De la même façon, j'ai longtemps détaillé ces histoires de présent, passé, futur, et le fait que Dimitri apprend à se concentrer sur le présent car en fin de compte, il est tout ce qu'on a, et que ici, un de nos personnages décide soudain que la leçon à retenir est qu'il faut enterrer le passé et marcher vers l'avenir, donc l'objectif des routes de merde qui ne cherchent pas à comprendre comment un problème s'est produit afin d'éviter de le reproduire, et qui en plus ici sort d'absolument nulle part. Au moins on défonce le serpent des ténèbres et les répliques des lions sont bien, donc ça reste moins à se claquer la tête contre le mur que la fin de Fournaise Dorée. D'ailleurs, un truc que je ne peux que trouver amusant et déprimant à la fois, c'est que tous les messages de Vent Émeraude sont cette fois passés sur la route de Dimitri. Vent Émeraude avait comme thème la recherche de la vérité, le fait de protéger et accepter les autres, un énorme parallèle entre son leader et Rhea, le désir de faire évoluer un système qui ne marche plus tout en montrant que ça n'a pas à couper nos racines, le besoin pour un chef d'apprendre à se reposer sur les autres et la lutte contre le racisme. Fournaise Dorée n'en a bien sûr rien à branler d'aucun de ces thèmes et n'en a plus vraiment d'autre que le poids des décisions, un thème plutôt mal géré qui plus est. Mais Lueur d'Azur cherche avant tout à comprendre les tenants des aboutissants de certaines des tragédies qui ont eu lieu et se produisent encore maintenant, afin de pouvoir se débarrasser du problème à la source, ce qui explique que le boss final soit Thalès. Il s'agit également de la seule route où on accepte de protéger l'église qui nous a tant aidés, au lieu d'être des connards hypocrites qui demandent de l'aide, puis te poignardent dans le dos dès qu'ils en ont l'occasion. Et la récompense est à la fois de très loin la fin la plus joyeuse et conclusive, mais aussi le fait que les habitants de Fargus, qui sont de très loin ceux qui souffrent le plus de cette guerre dans toutes les continuités, parce qu'ils sont la cible privilégiée de l'Empire, s'en tirent bien mieux que dans d'autres continuités. D'ailleurs, il s'agit de la seule faction à ne pas envahir leurs ennemis, préférant protéger et se défendre, et ne rompant cette décision qu'à contre-cœur afin d'aider les nombreux réfugiés de ce même empire qui tentait de les détruire à peine quelques mois plus tôt. Des anges, je vous dis, on ne les mérite pas. L'énorme parallèle qui était mis entre Rhea et Claude, à savoir le désir de lutter contre les oppressions, est cette fois établi entre Dimitri et Rhea, à savoir des chefs qui sont toujours prêts à mettre la main à la pâte et qui se préoccupent plus d'aider les autres que de leur statut, avec un appui qui est fait sur leur amour des enfants. L'évolution du système est un des sujets principaux avec le passage à la génération future, qui est montré comme l'occasion de faire évoluer des relations et idées qui sont restées stagnantes, comme la guerre avec Sreng ou la façon dont fonctionne actuellement la noblesse, mais sans pour autant compromettre les valeurs admirables de Fargus, à savoir l'entraide, le dur travail et la lutte contre la corruption.
Enfin, le message antiraciste est plus présent que jamais ici, avec des soldats et généraux de Duscur présents de toutes parts de notre camp, les nombreux points de scénario qui ont à voir avec le fait de réparer ces relations et de mettre fin aux préjugés, un certain nombre de mentions et de démonstrations d'empathie envers les Sreng, ainsi que l'annexe de Sylvain qui nous montre son désir de faire la paix avec eux, et même certains passages avec des personnages de l'église qui prouvent qu'une fois de plus, ce n'est en rien l'église centrale qui pousse le racisme ou l'hégémonie religieuse, puisqu'au contraire, Rhea accourt en aide au village de Duscur sans se préoccuper du fait que ce ne soit pas des gens de Fargus ou même des religieux, et qui reproche à un soldat de vouloir imposer les valeurs de la déesse à quelqu'un qui a sa foi ailleurs. Tout ceci rend vraiment cette discussion entre Claude et Dimitri parfaitement lunaire, parce que si elle peut être vue comme ayant du sens dans Purin Doré, elle n'en a pas le moindre dans Lueur d'Azur. Déjà, Claude étant actuellement allié à Dimitri et à l'église, il serait stupide de sa part de dire qu'il compte démanteler l'église, et ensuite il mentionne qu'il y aurait eu bien des différences s'il s'était joint à lui. Sauf qu'il s'est joint à lui. Donc c'est débile. Sans même parler du fait que je viens de démonter tout son argumentaire quelques phrases plus tôt. Bref, retournons sur Lueur d'Azur. Les unités de Lueur d'Azur sont également, j'ai trouvé, les plus plaisantes à jouer. Même si ça a aussi sûrement un lien avec le fait que ce sont les seuls à ne pas m'avoir fait me sentir comme un monstre. Mention spéciale à Félix, encore une fois, qui a MVPisé la grosse majorité de mes cartes. Le gameplay épée est infiniment plaisant, et que ce soit en tant que bretteur, fossoyeur ou danseur, parce que bien sûr que je l'ai mis en danseur, sa technique spéciale qui le fait régulièrement accélérer l'a rendu encore plus agréable à jouer. Quant à la manie de Dimitri de three-shotter une bonne partie des ennemis, c'était très fun aussi, et infiniment plus maniable que la Wyvern de Claude ou les classes à la hache en général. Dame Rhea, pourquoi avez-vous changé ma classe? Ne vous en faites pas, c'est toujours une casse à l'épée. Oui mais non, c'est pas ma classe. Trésor, j'essaye d'ouvrir les yeux à Sylvain depuis le début de la campagne. Je suis désespérée là, alors croyez-moi, vous mettre dans une tenue légère à jupette est loin d'être la pire chose que je pourrais faire. J'ai trouvé la map pour avoir la bonne ou la mauvaise fin infiniment plus agréable et sympathique à gérer que celle de Fournaise Dorée, qui était une vraie plaie, mais je tiens à noter que, comme pour Lune d'Azur, les lions sont de nouveau les seuls à avoir une route où merder un bon coup peut te faire perdre une unité. Cette fois-ci, c'est donc Roderick qui peut passer à la casserole au lieu de Dezou. De manière bien douloureuse juste devant ses fils. Merci pour ce visuel. Ceci dit, je me doutais qu'il y aurait une merde lorsque j'ai vu tous les soutiens roi de Roderick verrouillés. En comparaison, la mauvaise fin qui ressemble moins à une mauvaise fin pour moi que ce qui est censé être la bonne fin de Grosse Merde Dorée, vous fait perdre Judith qui n'est toujours pas jouable, mais c'est un sujet qu'on abordera dans les choses que je n'aime pas, plus tard. Et je sais que l'autre route à chier, que je refuse de faire, vous fait perdre Randolph, qui n'est pas jouable non plus. Quand je dis que les lions sont toujours la faction qui en bave le plus, ça fait quand même 2 fois que c'est la seule route où une unité peut mourir parce que scénario en plein milieu. Et il était hors de question que je perde mon Roderick niveau 42, merci bien. Pour un petit check de qualité, néanmoins, nous allons résumer les choses ainsi. La dernière partie de la route, avec l'abîme et tout, est une partie de l'histoire qui est commune à toutes les bonnes fins. Et là où ça a été ma partie préférée de la phase 2 de Golden is the New Crimson, ça a été la partie que j'ai le moins aimée de l'intégralité de Lueur d'Azur. Je pense que ça résumera assez bien les choses. C'est également la route avec le plus d'unités exclusives, puisque non seulement les lions sont-ils les seuls à ne pas être hypocrites, ce qui signifie que 6 d'entre eux sont exclusifs à cette route, sachant que l'un des 2 autres passe Foirage Doré en dépression lorsqu'on le recrute, et que la dernière est un cas particulier. Rien qu'avec ça et Roderick en prime, ils étaient la route avec le plus d'unités exclusives. Mais ils sont également, en toute logique, la seule route à recruter des membres de l'église, à savoir Cétès, Flaine et Catherine. Un tiercé gagnant pour moi, puisqu'il s'agit de mes 3 membres de l'église jouables préférés du jeu de base. Bon, ces membres de l'église se font radicalement baiser sur bien des aspects, mais je suis trop heureuse de les avoir et de les jouer pour m'en plaindre dans cette section. On verra ça dans la prochaine, à savoir... Oh bordel, là on entre dans un truc qui me met hors de moi depuis des années et qui n'a été qu'exacerbé puissance 3000 dans ce jeu. Three Houses a toujours montré un énorme favoritisme envers les aigles de G et une profonde discrimination envers les cerfs d'or. C'était le cas dès le début. Les aigles étaient la seule classe à avoir de route, même s'il s'agit des 2 moins bonnes, et avaient de très loin en général le plus de conversations de soutien possible. Les tutoriels affichaient leur gueule, ils étaient en premier sur la liste des personnages, et même au niveau des faits ensemble, en cas d'ex-aequo, c'était toujours un aigle de G qui remportait la victoire. Genre vraiment, c'était codé dans le jeu. Imaginons que vous avez Sylvain au même niveau entre Dorothea, Ingrid, Félix et Mercedes, il finira par défaut être Dorothea, à part si vous avez fait monter Dorothea au niveau max avec un autre aigle de G. Ce favoritisme s'est également montré quand un DLC gratuit a soudain ajouté une 3ème unité exclusive à Fleur Vermeille, puis quand le DLC avec la vis est sorti, et que les aigles de G ont gagné 6 nouveaux soutiens, contre 4 pour les lions et 3 pour les cerfs d'or. Parlons justement en comparaison de ces cerfs d'or qui étaient la classe qui, au contraire, passe toujours en dernier. En plus d'être en bas de l'échelle pour le même code que j'ai mentionné plus tôt, ils étaient la seule classe dont la seule unité exclusive était le chef. Leur route, même si la meilleure du jeu, était littéralement une version améliorée d'une des routes aigles de G. Aucun de ces personnages secondaires importants n'était jouable, et j'en passe. Ces élèves étaient certains de ceux avec le moins de soutien du jeu, comme la pauvre Léonie qui se faisait bien souvent shaft, et lorsque le DLC était sorti, Yuri, Happy et Constance avaient un mix de conversation avec des membres des lions et des aigles, surtout les aigles, tandis que les cerfs d'or restaient dans leur coin avec uniquement Balthus,
comme si lui et la classe étaient totalement mis à part par ce DLC. La discrimination s'étend jusqu'au jeu mobile, où Ignatz a été le dernier élève à apparaître bien après la grande majorité des autres, y compris des personnages de DLC. Personnages de DLC dont le seul membre à ne pas avoir fini sur la bannière était Balthus. Même au niveau du merchandising, les stickers officiels des Serres d'Or sont littéralement les seuls à ne pas être achetables en Europe. Je me rappelle avoir essayé sur des dizaines de sites, parce qu'à l'époque Three Hopes n'était pas sorti donc j'étais le Team Leicester, impossible d'acheter le moindre merch officiel des Serres d'Or, parce qu'aucune distribution n'avait été prévue en dehors de l'Amérique et du Japon pour cette classe uniquement. J'en passe, mais c'était entièrement comme ça à l'époque, c'était très saoulant, et c'est ce qui est arrivé puissance 3000 dans Three Hopes également. J'ai parlé des personnages massacrés ? Oui, je vois ça comme un symptôme. Ils n'auraient jamais osé détruire le personnage de Dimitri, à savoir le personnage le plus populaire du jeu dans le monde entier en dehors des États-Unis qui préfère la putain de facho, comme ils ont détruit Claude, qui est littéralement devenu un Edelgard bis en légèrement moins insupportable. Soudain, ils ont les exacts mêmes objectifs et méthodes, ainsi que la même absence de neurones et la même tendance à déshumaniser leurs adversaires sans état d'âme. Mais ça s'en tient pas juste à ça. La route Serres d'Or de Three Hopes est, de nouveau, une route avec le 2G bis. Dès qu'on passe la phase 1, on fait l'exact même chose. Envahir le royaume et combattre l'église, tout en étant de gros enfoirés hypocrites qui refusent d'envisager le moindre compromis. Les Serres d'Or deviennent les putains de laquais de l'Empire au lieu de suivre leur propre scénario. Il aurait été infiniment plus intéressant de se concentrer sur leur relation avec Almira, au lieu de la voir en fond. Même le moment où Claude révèle son identité à Judith et Chess tombe totalement à plat, parce qu'il dit plus ou moins exactement en même temps qu'il n'a pas vraiment l'intention d'y retourner et que sa place est en Faudlan. Alors que le principe même du personnage était qu'Almira était sa priorité, et que c'est même pour ça qu'il n'hésite pas à remettre l'alliance à Dimitri dans Lune d'Azur. Finalement, cette réunion de famille que j'attendais avec tant d'impatience après la démo, s'est résumée à une map qui se conclut avec Claude qui tue Shahid, puis on en a plus rien à foutre. Les Almirois viennent nous filer un coup de main de temps en temps et c'est montré comme un progrès phénoménal, sauf qu'en fait aucun travail n'est fait. On a buté un prince almirois et il n'y a aucune conséquence. On ne voit même jamais les parents de Claude, alors que ce jeu est le jeu des daddies. Plus de détails à ce sujet plus tard. Malgré ce payoff d'une évidence folle, les scénaristes ont préféré partir sur Colonialisme le retour. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ils n'ont même pas ajusté son dialogue quand ils discutent avec Dimitri dans l'abîme en fonction de la route. Mais ça ne s'arrête pas là, non. Vous savez, comme j'ai mentionné que Van Emerald n'avait que Claude comme unité exclusive ? Oh bien ici non, je vous rassure, il n'est pas tout seul, ils sont 3. Donc vous savez, 3 unités exclusives contre 6 pour les aigles et 10 pour le royaume ? Oui, je pense qu'on peut encore parler de foutage de gueule. Surtout qu'une des unités en question est Holst, qui a des soutiens avec 3 personnages ennemis. Résumons donc. Une route avec un scénario de merde, des protagonistes qui se font réduire en charpie niveau caractérisation, et entre 3 et 7 unités de moins que les autres routes. Non, les Serres d'Or n'ont absolument rien gagné, en dehors, je l'admets, des nouveaux designs plutôt pas mal. Mais enfin, entre l'esthétique et la profondeur, j'aurais préféré la profondeur. Ils n'ont même pas de recrutement exclusif, parce que les recrutements exclusifs sont à peu de choses près limités aux aigles. Ce n'est pas une exagération. À l'exception de Yeritza, qui peut être recrutée par le royaume, quand une unité ne peut être recrutée que par une seule faction, cette faction sera l'Empire. Ce qui est honteux et à gerber une fois de plus, mais si vous me croyez pas, je vais vous faire le tour. Dorothea, Linhardt, Petra et Bernadetta sont recrutables par les 2 autres factions, tout comme Ash, Ignatz, Raphaël, Lorenz, Mariad, Shamir et les loups de cendre. À part ça, Mercedes n'est recrutable que par l'Empire, tout comme Léonie et Lysitea. Unité ennemie uniquement recrutable par le royaume, Yeritza seulement. Unité ennemie uniquement recrutable par Leicester, aucune. Comme si ça ne suffisait pas, nous avons de nouveau tous les tutoriels qui nous forcent à regarder le visage de mon personnage le plus haï de tous les temps, et le premier cadeau qui nous est donné pour qu'on remplisse la quête de donner un cadeau à notre délégué est prévu pour cette sombre connasse. En plus de ça, elle se tape les 3 professeurs dans son camp. Il faut ajouter que Ferdinand comme unité exclusive à l'Empire n'a pas le moindre putain de sens, comme on y reviendra plus tard, et ouais, pour peu que ce ne soit pas votre faction préférée, ou que dans mon cas précis, vous trouviez que sa chef est à 2 pas de se faire pousser une petite moustache pour achever le symbolisme, ça peut très vite vous donner envie d'aller secouer 1 ou 2 employés d'Intelligence Systems. Le simple fait d'arriver après l'élite et de gagner un total de 3 unités d'un coup, dont 2 exclusives et une semi-exclusive, quand les autres factions n'en gagnent qu'une, qui d'ailleurs pour Leicester n'est pas exclusive du tout, est d'une absurdité si énorme que ça a même perturbé une de mes amies qui jusque-là affirmait que je me faisais des idées quand je parlais de favoritisme. On peut aussi le voir au niveau des nouveaux personnages. Leicester nous présente le frère d'Hilda, celui de Claude et le père de Lorenz, mais on ne voit jamais les parents de Marianne, Lysitea, Ignatz ou Léonie, ou bien le grand-père et la sœur de Raphaël. Fargus ne nous présente que le père de Sylvain et l'oncle de Dimitri, même s'il est vrai qu'on avait déjà vu les papas d'Ash, Annette, Dimitri et Félix. En revanche, on rencontre maintenant tous les pères nobles importants d'Adrestia qu'on ne connaissait pas encore, que ce soit le père de Caspar, Bernadetta ou encore Linhardt, tout en ayant toujours Ladislava, Randolph, Flèche et le père de Ferdinand, qui avait déjà été établi, sans oublier l'ajout de Monica. Et encore, je ne serais pas surpris si on croyait aussi le grand-père de Petra dans Rasé Pourpre. Donc oui, encore une fois, le favoritisme est très évident et très agaçant.
Néanmoins, ce favorisme insupportable des aigles de G et cette discrimination merdique envers les cerfs d'or ne sont que la partie émergée de l'iceberg, parce que la disgrâce ultime, le shafting le plus terrible, le mépris le plus insupportable, est dirigé vers la dernière faction, qui comprend énormément de mes personnages favoris, et qui ici se fait traiter comme une sombre merde. L'Église. L'Église est pour moi la faction la plus intéressante du jeu de base, et je pèse mes mots. Rhea est le meilleur personnage de Three Houses, et le seul PNJ sur lequel j'ai un jour envisagé de faire une vidéo. Vidéo que je finirai peut-être par faire quand même malgré le dégoût que j'ai maintenant pour cet univers, juste par dépit, tant je me sens dégoûtée de ce que les gens font d'elle. Et Catherine, cette année Flame, sont certains des personnages les plus merveilleux et attachants de tout Fire Emblem, avec Catherine en particulier qui gagne pour moi le titre de personnage le plus sous-coté du jeu, et peut-être même de la franchise. L'Église est composée de gens de toutes origines. C'est en fin de compte la faction la plus hétéroclite de toutes, et il n'y a rien de plus intéressant que de voir comment leurs visions se confrontent et s'opposent. Il n'y a en fin de compte pas une seule personne privilégiée dans cette faction. Ce sont tous des gens qui ont traversé des horreurs, mais qui ont réussi à se faire une place auprès d'une personne qui les a acceptés. Cetas, Flame et Rhea sont les rares survivants d'un génocide. Rhea a passé les 1000 dernières années à tenter de protéger ce monde que l'humanité a failli détruire. Elle a pris certaines décisions qui étaient clairement mauvaises en rétrospective, mais qui sont toutes compréhensibles de son point de vue et qui avaient toujours eu pour but de protéger l'humanité. Flame s'est tellement acharnée à essayer de sauver des gens qu'elle a fini par s'effondrer et tomber dans un sommeil qui a duré des siècles, se réveillant dans un monde qui avait changé du tout au tout et dans lequel presque tous ceux qu'elle aimait étaient morts. Cetas a traversé le même génocide que Rhea et a ensuite veillé sur sa fille pendant des siècles lorsqu'elle était inconsciente. Et malgré ces épreuves, ce sont sûrement les personnages avec les intentions les plus pures et altruistes du jeu entier. Cetas et Rhea peuvent se montrer durs parce que leur position les y force, mais il n'y a pas la moindre méchanceté en eux et ils remboursent toujours leurs dettes, contrairement à des gens dont on ne parlera plus parce que ça me met en colère. Au niveau des chevaliers, Catherine est une paria, une criminelle en fuite qui a rejoint Garreg Mach précisément parce qu'elle savait que Rhea lui donnerait sa chance, et ce alors qu'elle n'est pas pieuse pour un sou, montrant bien que Rhea s'en moque que vous soyez croyant ou pas. Elle vous accepte à ses côtés pour peu que vous mettiez du cœur à l'ouvrage. Shamir et Cyril sont des étrangers. Shamir s'est même déjà battu contre l'Empire et l'Église au préalable, tandis que Cyril était un orphelin de guerre qui avait été enlevé à son foyer et abusé par la famille Goneril. Elle n'a pas hésité à les accepter, montrant également qu'elle n'en a rien à foutre de l'origine des gens. Gilbert a également quitté son pays pour trouver pénitence auprès de l'Église et elle l'a accepté. Aloïs n'a peut-être pas d'histoire tragique, mais c'était un simple fils de marchand. Le plus privilégié de ses chevaliers parmi ceux qu'on rencontre, tout compte fait, était probablement Gérald lui-même, qui était chevalier en Fargus avant de rejoindre l'ordre. Quant aux employés de Garreg Mach, nous avons aussi bien un ancien noble de l'Empire qui a rejeté son titre qu'une cantatrice d'opéra. Il n'y a pas le moindre privilège ici, pas la moindre corruption. Juste des gens de diverses origines qui finalement représentent plus que tout ce à quoi Faudlan devrait aspirer. Un monde sans discrimination, quelle qu'elle soit. S'il est vrai que cette faction est moralement grise, car elle se défendra toujours contre ceux qui la menacent et cache régulièrement des choses dans l'espoir d'éviter que la population ne panique ou que les humains ne détruisent à nouveau le monde, il y a quelque chose d'incroyablement idéal dans cet ordre qui est... eh bien une méritocratie finalement. Une vraie. Pas la merde bourrée de népotisme et de corruption qu'Edelgard essaye de créer. Mais donc forcément, quand on est aussi intéressant, mais finalement avec un bon fond, leur position antagoniste désignée d'office était déjà quelque chose d'horripilant dans Fleur Vermeille et devient absolument insupportable lorsqu'elle est maintenant de mise dans les 2/3 du jeu. Surtout que comme je l'ai mentionné dans la première partie de cette vidéo, ce n'est pas mérité pour un sou et ça arrive comme un cheveu sur la soupe parce qu'Edelgard nous raconte des trucs à leur sujet et qu'on les croit sur parole. Sachant que dans le jeu de base, pas une seule chose que dit Edelgard au sujet de l'église n'est vrai, quelque chose de rendu particulièrement explicite après le bombardement d'Arianrod, cela en dit long sur le biais de confirmation de nos personnages qui ne cherchent pas une seconde à en savoir plus. En tout cas, revenons à cette église imparfaite mais merveilleuse malgré tout, qui ici se tape le plus gros shafting puisque désormais, seuls 5 des 9 personnages qui la représentent sont jouables, dont une qui est injouable dans la seule route où on refuse de s'opposer à cette même église, à savoir Manuela, qui est pourtant infiniment pieuse. Shamir, comme le veut sa nature, n'a pas d'allégeance, même si elle est clairement heureuse de retrouver Catherine et qu'elles sont toujours aussi mariées que dans le jeu de base. J'ai refusé de la prendre dans la map où on tue Catherine, mais vu l'absence totale de réaction à la mort de Cyril dans Flop Doré, je ne serais pas surprise si elle ne disait rien. Bref, les 3 autres unités jouables, cette fois réservées à la seule bonne route, sont Catherine, Cetas et Flame. Aneman, Cyril et Aloïs passent à la trappe en tant que personnage jouable, mais ça ne s'arrête pas là. Déjà dans le jeu de base, j'étais frustrée de voir qu'ils étaient les seuls à ne pas obtenir de nouveaux designs après l'ellipse. Mais je me disais que c'était parce que la plupart étaient plus âgés. Après tout, Judith et Rodrigue n'en avaient pas gagné non plus. Tandis que Cyril, au moins, avait effectivement eu un nouveau design dû au fait qu'il passait de 14 ans à 19 ans. Et bien dans ce jeu, ils n'ont bien sûr pas de nouveau design non plus. Pas même Cyril, qui apparemment, du haut de ses 16 ans tout mouillé, a exactement la même apparence qu'à 19 ans. On est censé croire que ce mioche a atteint sa soudaine puberté en 2 ans, et n'a pas changé entre ses 16 ans et ses 19 ans. Cyril, tu es au courant qu'à cet âge-là, tu ne pouvais pas décemment avoir de telles statistiques. Mais mon personnage a besoin d'être au moins aussi fort que ça pour protéger le vôtre, Dame Rhea. Oh Cyril, tu sais que s'il se retrouve encore tué en essayant de me protéger, je vais arrêter d'utiliser ton personnage. Te faire une nouvelle fiche à chaque fois me crève le cœur.
Oh, nous en faites pas, Dame Rhea. J'ai pas le temps de jouer avec les autres, de toute façon, j'ai trop de travail. Ouais non, j'ajoute ça à ma liste de raisons pour lesquelles ce jeu n'a aucune logique et n'est pas canon. Enfin, aucune logique. Nous dirons que trouver de la logique dans ce jeu, c'est un peu comme trouver un magasin ouvert un lundi dans ma ville. Ça existe, mais c'est tellement rare qu'on est plus surpris quand ça arrive que quand ça n'arrive pas. Mais parlons encore un peu de Rhea parce que quelque chose qui est merveilleux dans Lueur d'Azur, c'est à quel point cette route te montre aussitôt à quel point cette dame est en or et qu'on ne la mérite pas. Dès la première map post-ellipse, Rhea refuse de laisser qui que ce soit se sacrifier pour elle, et la mission « Sauvons Rhea » devient la mission « Sauvons Catherine, Cétès et Cyril » pendant que Rhea nous ouvre un chemin. L'église, tout comme Fargus, a pour objectif principal d'aider et de sauver les autres. Ce n'est pas pour rien que la technique unique de Dimitri s'appelle Sauveur des Modestes. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Dans Putréfaction Dorée, Rodrigue et Félix se montrent horrifiés à l'idée d'avoir laissé un allié derrière, contrairement à tout hasard à Ferdinand qui s'en bat clairement les couilles. En tout cas, Lueur d'Azur entière est dédiée à nous montrer à quel point Rhea et l'église sont des anges qui viennent en aide à des gens qui les persécutaient quelques semaines plus tôt, se précipitent au secours de quiconque est dans le besoin et considèrent ça normal. En comparaison, rappelons que les trois autres églises sont respectivement une invention des Olga pour dominer la foi en Faudlan qui sera dirigée par le père de Bernadetta, qui n'est pas trop une référence, et dont personne n'a une bonne opinion. L'église occidentale, donc comme je l'ai dit avant, le fanatisme est même vu comme dérangeant par l'église centrale et qui a été infiltrée par les serpents des ténèbres, et l'église orientale et son hypocrisie ambiante. Ouais, j'ai bien analysé mes choix et en fait je préfère celle qui est en place. Vous savez, le jeu de base a fait un truc que j'adorais et que je pensais intentionnel et trouvais très intelligent, mais ce jeu me fait me demander si c'était bel et bien intentionnel. Enfin, Lueur d'Azur semble vouloir dire que oui, c'est intentionnel. Mais dans ce cas, d'où sort cette discussion de merde entre Claude et Dimitri? Et ce truc, c'était que les personnages te disaient quelque chose, mais que dès que tu faisais un tant soit peu attention, tu voyais complètement autre chose. Par exemple, ce truc sur l'église qui interdit les relations avec les pays extérieurs et serait la source du racisme, alors que l'archevêque a des étrangers dans son cercle privé et n'a aucun problème à accueillir des gens d'autres origines dans son monastère. L'église qui aurait promu la noblesse à emblème et favoriserait celle-ci, alors que l'ordre de Seiros est composé de parias et d'étrangers, et qu'il est dit explicitement que Seiros n'a jamais été capable de pardonner les assassins de sa famille, et alors que même l'histoire frauduleuse dit que la façon dont les emblèmes ont été utilisés pour la guerre est une hérésie qui fait partir la déesse. L'église qui persécuterait les non-croyants, alors que Catherine, une chevalier sacrée incroyablement proche de l'archevêque, n'est pas croyante. Les gens véhiculaient une image de l'église qui était niée à chaque instant qu'on passait avec cette église. Et finalement, on se rendait compte que cette organisation à l'air louche était peut-être imparfaite, mais infiniment plus pure, ouverte et sympathique que les gens la dépeignaient. Et je trouvais ça incroyable. Un jeu qui nous dit d'observer et de se rendre compte que ce que disaient les gens n'avait rien à voir avec la réalité. Alors bien sûr, quiconque est dénué d'un esprit critique ne va pas s'en rendre compte, et c'est comme ça qu'on se retrouvait avec des gens qui pensaient qu'Edelgard avait raison et était la véritable héroïne du scénario, et que Rhea était la méchante quand on avait 3 routes sur 4 et une interview Nintendo qui disait exactement l'inverse. Mais bon, un spin-off plus tard, et cette fois ce n'est pas une mais 2 routes sur 3 qui tombent dans ce piège, malgré une 3ème route qui semble dédiée à dire l'inverse. Alors est-ce que j'avais bien compris le jeu de base? Eh ben cette interview Nintendo semble me dire que oui, mais dans ce cas je ne m'explique tout simplement pas la merde qu'ils nous ont foutu ici, et si je me suis trompée et que cette interview ment? Eh bien alors ce jeu que je trouvais infiniment bien écrit est en fait un échec total qui nous dit quelque chose en nous montrant tout autre chose. Pour ne pas arranger les choses, l'église était déjà la faction avec le moins de soutien dans le jeu de base, vu qu'il s'agissait pour la plupart d'unités optionnelles et ou de remplacements. Mais ici c'est pire que tout. Ils ne se contentent pas d'être limités à une seule route, ils ont une absence de conversation avec d'autres personnages alarmante et déprimante. Catherine a toujours Shamir, au moins, mais à part ça, elle n'a que Dedou, Yeritza et notre personnage, quoiqu'au moins ses soutiens avec Dedou sont excellents. Cétès et Flayn sont l'un l'autre ainsi qu'un seul autre personnage en dehors de Chaise pour Cétès, même si une fois de plus, au moins, ses soutiens avec Yuri sont un des meilleurs moments du jeu. Et Flayn avec Dorothea et Ash, des soutiens mignons mais assez anecdotiques, alors qu'elle était la membre de l'église avec le plus de conversation et de fin possible dans le jeu de base et mériterait bien mieux. Le simple fait qu'aucun d'entre eux n'ait de soutien avec Byleth et ou Geralt est parfaitement ridicule d'ailleurs. Pour résumer, j'ai déjà été trigger, sans exagération, par le fait que Fleur Vermeille est littéralement une conquête impériale doublée d'un génocide justifié par des raisons fausses et des mensonges. J'ai très peu apprécié le fait qu'on fasse exactement la même chose dans 2 routes cette fois. Et aussi, waouh, l'idée de mettre fin à l'église centrale pour enlever à l'Empire sa justification de faire la guerre et ainsi empêcher qu'il conquiert le royaume puis l'Alliance, pardon, la Fédération, a un peu de sens pour une fois. Dommage que ça n'ait pas été le raisonnement depuis le début et que ça ne le reste pas ensuite, parce que là, ça donne surtout la sensation qu'on a été royalement con d'accepter cette alliance et qu'on a cru les paroles d'une abrutie sans preuve. Car oui, le raisonnement pour s'en prendre à l'église passe de « Edelgard nous a dit de le faire parce que l'église est méchante !» à « Ça forcera l'Empire à s'arrêter avant de conquérir le royaume Ellister, car sinon ils se retrouveront face à nous deux réunis. » Puis à « L'église empêche le progrès !» Sans transition aucune, ni explication quant à comment on passe de l'un à l'autre. Comme si en fait, il y avait eu plusieurs scénaristes à qui on avait juste dit « Église méchante !» et qui ne s'était pas concerté au sujet de la motivation. Nous allons également conclure par le fait qu'après m'être efforcé de finir ma première route parce qu'on m'avait promis une Rhea et une sottise jouable en NG+, qu'est-ce que je découvre? Qu'elles ne sont jouables qu'en bataille d'archives.
Oh, et des 3 personnages dans ce cas, seul Rhea a droit à sa propre classe, mais c'est juste une variante des classes à l'épée. Beaucoup plus agréable à jouer que les classes de Byleth j'ai trouvé, mais c'est une maigre consolation. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse essayer de me faire croire que Sotis, la divine ancêtre qui a créé Faudlan et a restauré ce monde détruit, est non seulement un parcours de magie de science au lieu de magie de foi, quelque chose qui n'a pas le moindre sens, mais aussi soit une simple grémorie. Et bien sûr, aucun de ces personnages n'a le moindre soutien. Bien sûr! Si c'était pour faire ça, ils pouvaient les garder pour eux. J'ai besoin de tempérer un peu ma fureur, donc on va parler d'un truc que j'ai bien aimé avant de poursuivre avec toute la merde en boîte qui nous a été servie. Enfin, même là, c'est un peu mitigé. Non mais cherchez pas. J'ai tellement dû chercher des trucs que j'aimais pour cette vidéo que j'ai envisagé de mettre le fait qu'on puisse retourner sur le menu principal ou charger une partie sans avoir à quitter le jeu. Ce qui est une sacrée amélioration, en effet, mais est probablement loin d'être une critique qui intéressera les gens. Et puis bon, c'est contrebalancé par le fait qu'on ne puisse plus choisir la musique des maps optionnelles, et vu que je ne suis franchement pas fan de l'OST de ce jeu, j'avoue que les conséquences ont été que j'ai joué sans son après à peine quelques heures de jeu. Quoi ? Les musiques soit comportaient le leitmotiv absolument insupportable de la pointe de l'aube que je n'en peux plus d'entendre depuis déjà plus de 2 ans, soit étaient des remix rock pas franchement terribles de morceaux qui existaient déjà. Non merci. Je sais pas s'il y a eu d'autres choses après, mais honnêtement, vu la déception du jeu, je m'en fiche un peu. J'admets tout de même avoir bien aimé les musiques de camp et de route que j'ai faites, qui sont clairement des variations qui se basent sur le thème principal des différentes factions dans le jeu de base. C'était sympa. Pas suffisant pour me faire garder le son par contre. De quoi ? Ah oui pardon, j'étais pas censé parler de ça, mais d'un truc positif. Eh bien, les nouveaux personnages. Certains des nouveaux personnages. Désolée, même là je ne peux pas être très positive. J'ai parlé plutôt du fait que ce jeu était le jeu des daddies, et en effet, on rencontre les daddies de 3 personnages de l'Empire, un du Royaume et un de Leicester. Bon alors déjà, on ne rencontre en revanche aucune maman, ce qui est très frustrant, et me fait soudain penser à un sexisme qui était pourtant absent dans le jeu originel. La seule noble influente féminine qu'on rencontre, Judith, et qui était d'ailleurs déjà là dans le jeu de base, n'est pas jouable. Même la duchesse d'Ifan, qui est mentionnée à de nombreuses reprises dans Lueur d'Azur et joue un très grand rôle en coulisses, n'a pas de portrait unique associé. Mais après, ce n'est peut-être pas plus mal, car j'ai le regret de vous annoncer que je n'ai trouvé de ces tout nouveaux daddies qu'un seul ennemi d'entre eux pertinent. Donc commençons par parler rapidement des autres. Le père de Linhardt est transparent comme pas possible, et celui de Bernadetta et de Lorenz donne l'impression de chier une fois de plus sur le jeu de base, tant ce qu'on rencontre contredit les informations qu'on avait à leur sujet. Celui de Caspar, au moins, donne l'impression d'avoir un peu de poids, mais forcément, entre ces 2 lavettes et le père de Ferdinand qu'on connaissait déjà, j'ai un énorme souci. Je n'arrive pas à croire une seule seconde que ces carpettes qui s'aplatissent devant Edelgard ont autrefois été capables de mener une insurrection contre leur empereur. Et encore moins qu'ils aient décidé ensuite de s'allier à la fille de ce même empereur pour lui servir de lèche-bot. Oui, non, parce que la grande majorité des nouveaux personnages est là pour lécher les fesses d'Edelgard et lui dire à quel point elle est belle, et forte, et intelligente, et a toujours raison, et ne devrait jamais être questionnée, puisque comme toute bonne facho, celle-ci ne s'entoure que de gens qui ne questionnent pas ses décisions et sont de tout cœur avec elle quoi qu'elle fasse. Comparez juste une seconde avec Cétès qui n'hésite pas à remonter les bretelles à Rhea, Félix y fait de même pour Dimitri, ou même Lorenz et, dans le jeu de base, Hilda, puisqu'elle avait encore des neurones. Elle n'entre pas dans la catégorie daddy, mais passons rapidement sur Monica, parce que c'est la reine niveau déception. C'est littéralement Uberbis avec une personnalité plus joyeuse. Le personnage se limite à complètement dingue de la facho au point de lui pardonner tout et n'importe quoi. C'est à gerber. Et les traumatismes qu'elle pourrait avoir développés de sa captivité ne sont même pas explorés une seconde. Je trouve littéralement sa version possédée par Chronia du jeu de base moins oubliable et décevante. Enfin passons, l'Empire est un flop, Gloucester aussi pour des raisons que je détaillerai dans une autre section, ne reste donc plus que ma véritable critique positive, Mathias Gauthier. En fait, c'est le seul à ne pas m'avoir donné la sensation d'avoir été improvisé à la dernière seconde sans jeter un seul regard au jeu de base. On retrouve bien le personnage sous-entendu dans le jeu de base, assez froid, rusé et pragmatique, mais également profondément loyal, et qui a en fin de compte été profondément désillusionné par les épreuves qu'il a traversées. On arrive à comprendre comment cet homme a pu merder à ce point avec ses 2 fils, sans que ça fasse pour autant de lui un sale type. Dans Pourriture Dorée, on le voit même s'excuser d'avoir merdé en tant que père envers Sylvain avant d'aller sauver ses amis au péril de sa vie, ce qu'on est apparemment censé voir comme une mauvaise action. Excusez-moi, j'arrive toujours pas à concevoir qu'on arrive à reprocher à un homme de s'être sacrifié pour sauver des gens qu'il aime, et qu'on agisse ensuite en mode « créons un monde où plus personne n'aura à se sacrifier comme ça, alors que c'est nous qui avons rendu ce sacrifice nécessaire !» Combien de fois j'ai le droit de cocher la case hypocrisie sur le bingo de pourquoi cette route est à chier? Maintenant qu'on a fait les daddies, restent les frangins. Shahid est si peu exploré qu'il ressemble plus à un outil pour faire avancer le scénar qu'à un personnage, sans oublier que sa ligne d'histoire est celle qui a le moins de sens par rapport à l'histoire originale. S'il est presque crédible qu'Edelgard décide de mener une insurrection contre Arundel après la révélation de Solon, ce qui, une fois de plus, rend le fait qu'elle demande l'aide de l'église avec pour objectif de les trahir juste après profondément ignoble et hypocrite, il est également possible d'imaginer que Cornelia puisse pousser Rufus à agir à cause de cette même révélation de Solon. On ne peut pas en dire autant de Shahid, puisque ses raisons d'agir à ce moment sont à peine explorées. Il se pointe apparemment parce qu'il est au courant des autres événements, mais comment et pourquoi revient-il 2 ans après comme si de rien n'était? Aucune idée.
Je trouve par contre hilarant qu'il ait les mêmes maniérismes que Lorenz, parce que visualiser Claude qui fuit en Faudlan et s'imagine enfin libéré de cette attitude, tout ça pour tomber sur Lorenz, est une image extrêmement drôle. Mais à part lui, il reste... Holst. Holst qui n'est pas exactement une déception. Il est exactement ce qui nous est présenté dans le jeu de base, héroïque, sympathique, fou de sa sœur, responsable, un excellent combattant, et sa simple existence réduit en miettes tout l'argument de la facho, mais personne ne semble s'en rendre compte, mais enfin bref. Non, Holst n'est pas exactement une déception de ce point de vue-là. C'est juste que Holst a la profondeur d'un pédiluve. Donc ouais, en fait, j'aurais limite pu appeler cette partie Mathias Gauthier. Non, attendez, on va chercher. Il reste un frangin qui n'est pas exactement un nouveau personnage, mais qui est beaucoup plus exploré ici, et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils en ont fait, je l'admets. Et ce frangin, c'est Miklan Gauthier. Donc on reste dans la même famille. Dans cette continuité, Dimitri devient roi à 17 ans et décide immédiatement qu'il faut qu'il montre le genre de changement qu'il veut apporter en nommant des gens dans des positions qu'il n'aurait traditionnellement pas pu obtenir, comme on le voit au fait qu'il désire faire de Chaise un de ses chefs de milice précisément parce qu'il considère que le peuple fera plus confiance à une armée de roturiers qu'à des nobles qui n'ont aucune conscience du monde qui les entoure. C'est avec le même genre de réflexion qu'il s'est efforcé de retrouver Miklan et de le convaincre de prendre la tête d'un de ses corps armés afin de lui donner une chance de mener une vie digne plutôt que de s'enfoncer dans les atrocités qu'il était en train de commettre. S'il reconnaît que Miklan a commis l'impardonnable, il lui donne cette nouvelle chance par compassion et par volonté de montrer que sous son règne, les emblèmes n'auront plus la même importance. Et même si Miklan n'essaye jamais de se montrer agréable ou sympathique, il est clair qu'il apprécie cette seconde chance, car il est définitivement bien moins pourri que lors de sa seule apparition dans le jeu de base. Il nous vient en aide à plusieurs reprises, fait des réflexions extrêmement pertinentes lorsqu'il est dans notre camp, ne se montre pas inutilement cruel envers Sylvain, et a même une des morts les plus badass de tous les temps, puisqu'il défend Arianrod et Catherine pratiquement à lui seul, et repousse l'ennemi assez longtemps pour nous permettre de secourir les hommes coincés à l'intérieur. Et il est clair qu'il est lui-même, lors de ces derniers instants, plutôt satisfait de la manière dont il a mené les dernières années de sa vie. En fin de compte, ce personnage qui était plus le croque-mitaine de Sylvain et la première vraie difficulté du jeu de base qu'un personnage travaillé, obtient une profondeur dont il manquait cruellement pour qu'on puisse s'attacher à lui, et c'est une des rares morts du jeu qui aura su me faire sentir quelque chose d'autre que de la rage envers un scénario merdique ou une indifférence des plus totales. Il aurait été rendu bien plus touchant, voilà qui est certain. Et du coup, tant qu'on parle de choses qui ont été approfondies, tentons de rester un peu plus longtemps avec du positif et parlons du lore. Ah ça, le lore est omniprésent dans ce jeu. Enfin surtout en fond, mais il n'empêche que si on cherche, on apprend énormément de choses sur l'univers de Faudlan. Il est un peu triste que ça arrive pile dans le jeu qui m'aura fait décrocher de cet univers, moi qui est une passion du world building, mais je ne vais pas mentir, j'ai adoré les livres qui nous donnent des détails sur les différentes régions, leur topographie, climat et environnement, ainsi que leurs spécialités commerciales. J'ai beaucoup aimé les petits détails qui nous sont donnés par les PNJ dans les camps, ce qui nous en révèle plus sur le monde à l'échelle humaine, tous ces petits trucs. Je trouve ça génial. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire, malheureusement, à part si on commence à se plonger sur l'ombre au tableau qui va avec, à savoir les retcons. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce qu'est un retcon, donc je vais vous résumer ce que c'est. Un retcon, c'est quand l'œuvre établit quelque chose et que plus tard, on vous prétend qu'en réalité ce qu'on vous a dit plus tôt était faux et qu'en fait la vérité est tout autre chose. Sauf que la nouvelle information contredit complètement l'œuvre et n'est techniquement pas possible. Dragon Age s'en était fait une spécialité à une époque. Eh bien Hobbs Dash n'est pas juste le jeu des daddies et du colonialisme, c'est aussi le jeu des retcons. Le premier exemple à me venir se situe pourtant dans la seule bonne route de l'histoire, à savoir l'annexe de Cetes Flaneria. Soudain, dans cette annexe, on découvre que contrairement à tout ce qui était établi dans le jeu de base, je veux dire on avait quand même toute l'annexe de Claude qui avait fait ses recherches sur ce sujet, ce serait Saint Indec le forgeron et non pas Sainte Macule. Rhea prend bien même le temps de dire « Oh oui, les gens croient que c'est Macule, mais en fait c'est Indec !» Ce qui n'a pas le moindre putain de sens et n'apporte rien puisque c'est pour justifier de trouver un bouclier qui ne se trouve pas là du tout dans le jeu de base et ça ne revient jamais ensuite. Donc pourquoi avoir pris le soin de faire ce retcon juste pour une annexe? Aucune idée. Mais en soi c'est sûrement un des retcons les moins graves justement parce qu'il ne se répercute nulle part. Les retcons au niveau des personnages par contre sont insupportables et c'est là qu'on va parler du comte Gloucester. Erwin Gloucester, le père de Lorenz, fait partie de ces nouveaux personnages / daddies, sauf que le personnage donne l'impression d'avoir été écrit pour faire « Mouaha, quel twist !» Après un jeu de base qui nous vend très fort Erwin Gloucester comme un sombre enfoiré hypocrite qui est toujours pro-empire et prêt à lécher les pieds de l'impératrice pour son profit personnel, un mec qui empêche les marchands de se rendre chez les Rigan pour affaiblir leur domaine, un type qui manigance depuis des années pour prendre le pouvoir, l'homme à l'origine de la mort des parents de Raphaël et de l'oncle de Claude, ce jeu nous dit « En fait non, c'est pas lui, c'était un mec qui se faisait passer pour lui !» Erwin Gloucester est désormais un homme qui n'a tellement aucun sens qu'il dit « Il est hors de question que je travaille pour Claude, il va détruire notre territoire, donc tiens Lorenz, prends mon titre parce que toi ça ne te dérangera pas. » Bref, pour revenir à la mort de tonton Regan. Enfin en fait maintenant c'est son grand-père. Pardon ? Non, normalement c'est son oncle qui est mort, pas son grand-père. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Bon bah soit c'est un problème de traduction, soit on peut rajouter un retcon j'imagine. En tout cas, cette mort était assez unique dans le jeu de base, parce qu'il s'agissait du seul événement tragique à avoir déstabilisé un pays, du moins avant la guerre déclenchée par l'Hautecon, qui n'avait pas été organisé ou accentué par Agartha. Et c'était bien.
C'était la seule partie de l'histoire récente de Faudland qui donnait l'impression que les gens de Faudland avaient voix au chapitre sur ce qui leur arrivait et n'étaient pas juste manipulés de A à Z par les serpents des ténèbres. C'était ce genre de petit truc qui arrivait à te faire te dire, en effet, les serpents n'ont pas encore reconquis toute la surface. Ah pas maintenant non, maintenant c'est encore Agartha qui est responsable de tout. En plus de contredire le jeu de base, c'est complètement débile et incroyablement nul comme conclusion à cette affaire. Et puis bon, tant qu'on parle de personnages qui n'ont plus rien à voir, abordons l'ultime sujet qui fâche. J'ai parlé du massacre des Bambis, j'ai parlé des lions qui sont les seuls à peu près respectés, parlons donc des oisillons. Ce n'est pas un secret que les Aigles de G sont de très loin la faction que j'aime le moins. Et ce n'est pas juste la faute d'Edelgard, qui est mon personnage le plus haï de tous les temps, genre je n'ai jamais autant voulu voir un personnage mourir dans notre souffrance, chaque mot ça me fait envie de le triper, quelle horreur, quelle ville de connasse. Mon gros souci avec eux est qu'en général, je les trouve d'un plat si inintéressant en comparaison avec les autres personnages que c'en est aberrant. Ça me donnait presque l'impression qu'ils venaient d'un jeu moins bien foutu. Ça ne veut pas dire que je les déteste, non, j'en aime bien la plupart, genre Linhardt et Choupinou et... Bon, c'est déjà bien, mais toujours est-il que même s'il est quand même en dessous d'à peu près la moitié du cast pour moi, Ferdinand était le seul aigle de G que je trouvais à peu près aussi intéressant que le reste des personnages. Exactement comme le reste des aigles de G, il avait été conçu avec Neige Argentée en tête, et donc avec une personnalité parfaite pour refuser de suivre Edelgard. Mais là où c'était simplement l'évidence même pour Bernadetta et sa peur panique du combat, Linhardt et son dégoût de la mort et du sang, Dorothea qui sait que ce genre d'action ne fera qu'empirer la situation des gens comme elle, ou Petra qui a été otage de l'Empire et souhaite libérer son peuple, Ferdinand était un sujet plus intéressant. Profondément complexé par son besoin de faire ses preuves et la façon dont sa future dirigeante l'ignorait et le méprisait, alors qu'il aurait dû être son second, Ferdinand est en fin de compte l'Adrestien le plus intéressé par le bien-être de son peuple et son désir de le diriger justement. S'il est calculé sur mesure pour ne pas pouvoir suivre Edelgard dans sa guerre car celle-ci se fait justement au mépris du peuple, au point que son design post-timeskip est explicitement indiqué comme étant lui qui n'a pas eu le temps de se rendre plus propre entre sa fuite de l'Empire et la guerre, ou le fait que son annexe ne soit pas disponible dans la route d'Edelgard, il n'empêche que Ferdinand aime Adrestia plus que tout et que devoir s'y opposer lui crève le cœur. C'est quelqu'un qui tient à ses hommes plus que tout, et qui, si on ne le recrute pas, s'engage à les défendre, notamment en gardant le pont de Myrdine. Ferdinand dans Three Hopes est maintenant exclusif à la route fasciste, et lorsqu'on l'a comme adversaire dans Fournaise Dorée, sa proximité avec Edelgard en a apparemment fait un sale con, qui prend plaisir à conquérir les terres de l'Alliance qui, rappelons-le, ne leur a rien fait et se fait attaquer sans provocation, il fonce droit devant comme un idiot, et lorsqu'il se retrouve acculé, au lieu de se rendre à des anciens amis qui lui disent sincèrement qu'ils ne veulent pas avoir le tué, sacrifie tous ses hommes dans une résistance inutile qui n'avait pas lieu d'être. Par orgueil apparemment. Bravo, vous m'avez fait mépriser le seul aigle de G que j'aimais franchement bien. Et bon, tous les autres sont également ruinés par le fait que maintenant, la seule route aigle de G les fait suivre Edelgard, ce qui, comme expliqué plus tôt, n'a pas le moindre sens vu qu'ils ont été créés avec la personnalité parfaite pour au contraire refuser de la suivre. D'ailleurs, en parlant d'elle, même la facho n'a plus aucun sens parce qu'elle crée sa propre église pour dominer le monde sans se mettre les fidèles à dos, alors que le point le plus important du personnage, au point que c'est ce qui ressort dans ses conversations du jeu mobile, et que c'est ce qu'elle dit lorsqu'on l'affronte dans la plupart des routes, et qu'elle ne croit pas en la déesse, et veut que les gens arrêtent de croire en les dieux et vénèrent les forts à la place. Bravo, les retcons. Je sens que je vais tuer quelqu'un si je continue dans cette direction, parlons d'un truc que j'ai aimé, vite. Le camp de Three Hopes a un peu le même défaut que Garreg Mach dans Three Houses, dans le sens où ce camp reste inchangé, à l'exception des nouvelles activités et personnages qui bougent, mais ce que je pense qu'il réussit peut-être un peu mieux que Three Houses, c'est à donner une sensation de progression. Le fait de pouvoir améliorer les différents établissements, ce qui améliore également le type d'objets achetables, les possibilités d'entraînement, les plats qu'on peut préparer, etc., est une innovation que j'ai sincèrement appréciée. Tout ce système de gestion du camp, l'école de stratégie qui permet de faire évoluer ses personnages, bref, j'avoue, j'ai trouvé ça très addictif. Je passais beaucoup trop de temps à magouiller pour récupérer les matériaux nécessaires pour level up, au point que dans la route pour laquelle j'ai pris mon temps, j'ai fait monter le camp au niveau max dans toutes les catégories. J'avouerai que les tournois et le champ m'ont manqué, mais en général, la gestion du camp était très agréable et très possiblement un des plus gros points forts du jeu. Le gameplay de combat ? Bah, c'est un musso quoi. Avec un côté stratégique sympa, mais qui passe son temps à interrompre les personnages quand ils parlent. Le gameplay lance et le gameplay épée en dehors de Balès sont très satisfaisants, mais il n'empêche que je trouve qu'on a très vite fait le tour, donc ni un point faible ni un point fort. Sur ce, passons au dernier truc que j'ai pas franchement aimé dans ce jeu. Notez une progression, vu que jusque-là, j'ai surtout parlé de trucs que j'ai franchement pas aimé. Et ouais, vous l'avez peut-être constaté, mais je n'avais pas encore vraiment mentionné notre protagoniste et son gremlin mental. Ce qui est amusant, c'est que Balès était pour moi un des points faibles du jeu de base, puisqu'elle manquait tragiquement de charisme et de personnalité. Chaise ne manque pas de personnalité, et Herval non plus, mais leur conte, leur histoire est tellement inintéressante qu'elle frise l'inexistence. Les seuls soutiens qui s'attardent sur le passé de Chaise s'achèvent avant qu'on ait la moindre réponse à nos questions, et on a finalement eu droit à 90% de ses interactions avec Herval dans les chapitres de la démo. Il joue finalement un rôle incroyablement secondaire au scénario, plus encore que Byleth dans le jeu de base, qui était quand même au cœur de celui-ci. Certes, le moment où Herval prend possession de Chaise pour tuer Byleth dans les bonnes fins est foreshadowé à plusieurs reprises, plus dans Lueur d'Azur que dans Raclure Dorée,
Mais l'évolution des personnages est inexistante et on n'a pas vraiment de réponse aux questions qu'on se pose, et en fin de compte on s'en fout un peu. Parce qu'Arval passe à la trappe si vite qu'on aurait presque pu se passer du personnage tout compte fait. Et si quelqu'un me dit que ce n'est pas le cas dans la route à laquelle je refuse de jouer, eh bien la critique est toujours valide. Sachez que même si je ne l'ai pas fait en vidéo, j'ai fait une review de Three Houses à des amis à une époque, et je lui avais retiré des points parce que dans Lune d'Azur, on avait un manque total de réponses ou d'exploration quant à la nature de Byleth. Bon, Furamé n'avait pas de point de base, mais elle est passée en négatif pour la même raison. Il n'y a donc pas de raison que ça ne compte pas dans ce jeu-là, si on est forcé de jouer à la route du protagoniste le plus controversé jamais créé par la franchise pour avoir la moindre réponse satisfaisante à un mystère. D'ailleurs, le fait que Chaise ait toujours ses pouvoirs après avoir tué Arval me semble absurde, mais on explore tellement peu la nature de leur lien que j'imagine que c'est juste un détail qui n'a pas été réfléchi. Bon, et les émotions à la mort d'Arval, y compris pour Chaise qui a pourtant vécu avec pendant un bail, sont absentes. La disparition de Sotis était à peu près 10 000 fois plus forte alors qu'on passe moins de temps avec elle. En fin de compte, Chaise et Arval font pièce rapportée, des personnages qui ont été ajoutés juste pour justifier une histoire différente et qui n'ont pas vraiment d'utilité. Le fait que Chaise ait donné l'idée à Claude de créer la Fédération est le seul moment où celui-ci joue un rôle en dehors du moment de possession mentionné plus tôt. Et au cas où vous auriez loupé la première partie de cette vidéo, Yael aurait mieux fait de s'abstenir de suggérer cette idée de merde. Sans oublier que c'est optionnel puisque c'est dans un soutien. D'ailleurs, un peu comme pour Byleth, les soutiens avec Chaise sont très souvent les moins intéressants et mémorables pour chaque personnage. Les seuls pour lesquels je n'ai pas besoin de me creuser les méninges sont Félix et Dimitri, et c'est uniquement les parties de Félix et Dimitri dont je me souviens, pas de ce que dit Chaise. Enfin, restons un peu dans le sujet des soutiens et finissons sur un peu de positif. Je ne vais pas vous révéler tout de suite ce que j'ai mis comme ultime chose que j'ai aimé dans ce jeu, car à la base j'avais pensé mettre les soutiens. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. J'ai trouvé énormément de ces soutiens oubliables, des redites, ou moins intéressants que leurs équivalents dans le jeu de base, voire qui les contredisent. Mais il est vrai qu'il y a quelques pépites. Le soutien entre Marianne et Bernadetta est adorable, j'ai beaucoup aimé les rares soutiens de Catherine, celui entre Cétès et Yuri est une des seules conversations à m'avoir donné la même sensation de curiosité et de fascination que celle qui affluait dans le jeu de base, tout en nous donnant un aperçu de la vie des apôtres qui manquait cruellement au jeu de base à cause du peu de temps alloué au DLC, et de l'absence totale de soutien entre les personnages du DLC et les personnages de l'église. Toujours sur Yuri, ces soutiens avec Dimitri et Sylvain font également partie de ceux que j'ai trouvés les plus sympathiques, agréables et mémorables du jeu. De même, j'ai bien aimé les soutiens Sylvix, même si pas autant que ceux du jeu de base. La seule conversation entre Dedou et Félix était très mignonne et très drôle, beaucoup de soutiens de Dimitri sont drôles et ou adorables, j'ai adoré les rares soutiens de Rodrigue, bref, il y a de bons soutiens dans ce jeu, même s'ils sont majoritairement dans Lueur d'Azur, comme tout ce qu'il y a de bien dans ce jeu. Mais tant qu'à parler de ce que j'ai aimé dans Lueur d'Azur, tant qu'à parler des soutiens et donc des relations dans Lueur d'Azur, j'ai décidé de dédier une partie à ma favorite. Et oui, mon point j'aime ultime est un point que j'aurais pu mettre dans la partie Lueur d'Azur de cette vidéo. Enfin, passons. Vous l'aurez bien compris si vous me suivez depuis un bail, ma relation préférée du jeu de base a heureusement survécu en tant que meilleure relation dans ce jeu. Je parle bien évidemment de Dimitri et Félix. La relation entre Dimitri et Félix est beaucoup moins conflictuelle dans ce jeu, mais ça ne l'empêche pas d'être très intéressante. En fait, j'irais dire que la première moitié de Lueur d'Azur tourne autour de leur relation. Dès la fin du prologue, le lien entre leurs familles est établi, et il est assez explicite que ce n'est pas juste Dimitri qui est en grave danger lors de l'insurrection de Rufus, mais aussi Félix, qui est d'ailleurs le seul à apparaître dans la cinématique où Dimitri doit exécuter son oncle. Par la suite, si Dedou reste l'homme de confiance de Dimitri, il se consacre aux réparations des relations avec Duscur, ce qui signifie que c'est Félix qui devient le bras droit de Dimitri, d'un point de vue politique et guerrier. Ça ne veut pas dire que Félix s'empêche de reprendre Dimitri à l'ordre régulièrement, même s'il est en général plus poli dans sa manière de faire que dans Lune d'Azur. Par ailleurs, on peut également constater durant toute la première moitié de Lueur d'Azur que Félix est très frustré par le fait que Dimitri ne s'appuie pas assez sur lui et ne le mette au courant de rien s'il pense que ça pourrait retomber sur lui. Félix n'est ainsi pas mis au courant de l'implication de Miklan, et malgré toute son inquiétude pour Dimitri, celui-ci continue de tout prendre sur lui pour éviter de gêner ses proches. Il faut les efforts de Félix et de Dedou réunis pour convaincre Dimitri de se battre quand celui-ci était prêt à se laisser mourir en espérant que ça épargnerait son peuple. Et après le combat, c'est lui qui n'hésite pas à faire comprendre à Dimitri qu'il doit apprendre à déléguer. Le moment où il lui explose dessus à cause de son inquiétude est d'ailleurs le tournant de Lueur d'Azur et le moment qui pousse Dimitri à évoluer dans le bon sens, même s'il a encore du chemin à faire. Même après ça, ils sont très souvent mis en parallèle et le jeu met énormément en relief leur relation fraternelle. Même dans la mauvaise fin, quand Rodrigue se fait tuer, c'est précisément devant eux deux, puisqu'il leur a servi de père à tous les deux. Au niveau des soutiens, Sylvain et Ingrid mentionnent à plusieurs reprises qu'ils les admirent tous les deux, et non pas juste l'un ou l'autre. Quand Chaise parle de gens qui s'inquiètent pour Dimitri, c'est toujours Dedou et Félix. D'ailleurs, dans leur soutien, Dedou mentionne être jaloux de la capacité qu'a Félix à reprendre Dimitri et lui faire des reproches sans pour autant miner son autorité, et considère Félix comme étant le confident de Dimitri. Le premier soutien avec Chaise a notamment à voir avec le fait que Félix connaisse Dimitri sur le bout des doigts. La toute dernière réplique de Félix du jeu est que quoi qu'il en coûte, il protégera Dimitri. Et bien sûr, leur soutien qui aurait presque racheté le jeu à eux seuls. Du moins s'il ne durait pas moins de 5 minutes tandis qu'on en a pour plusieurs dizaines d'heures de merde à côté. Enfin bref, durant leurs deux conversations,
Nous pouvons voir un Dimitri très vulnérable et sensible, avec un Félix agressif, mais qui clairement tente d'aider à sa façon. Il lui dit de manger et essaye de le convaincre de déléguer ses tâches, refuse de tomber dans le piège et de parler de ses problèmes quand Dimitri, comme il l'a toujours fait, tente de détourner la conversation sur Félix au lieu de parler de lui-même, et quand Dimitri lui demande s'il le déteste à cause de la mort de son frère, Félix n'hésite pas à lui dire qu'il ne lui en veut pas et que ce n'est en rien sa faute. En soi, il le dédouane entièrement des morts de Duscur, comme Rodrigue le fait lors de sa scène de mort dans Three Houses, même si ça ne fonctionne pas aussi bien. Quant à leur seconde conversation, il s'agit de la perfection incarnée. La seule scène du jeu à m'avoir donné une sensation de fanservice sans pour autant me faire lever les yeux au ciel. Au milieu de la nuit, Félix tombe sur un Dimitri en pleine hallucination. Pris sur le fait, Dimitri lui explique sa psychose, et entre cette honnêteté et leur relation plus amicale, Félix le prend plutôt bien malgré le fait que Dimitri ait commencé par le prendre pour son frère. Il lui fait doucement comprendre que jamais ses morts ne lui feraient ça et que c'est Dimitri qui s'inflige ce tourment lui-même, et accepte de laisser Dimitri s'alléger le cœur sur lui lorsqu'il en a besoin. Lorsque Dimitri lui admet qu'il est la raison pour laquelle il ne cède pas à la sauvagerie et lui demande de rester son bras droit, Félix en est heureux, puis décide de renverser toute l'ambiance de la conversation en embarquant Dimitri de force au lit pour qu'il se repose. Si le jeu n'aura pas eu les couilles de nous illustrer la façon dont il le porte, le fait que Dimitri soit clairement amusé par la situation, la façon dont Félix se soucie de lui et le fait qu'il n'hésite pas à mentionner leurs souvenirs d'enfance mettent bien en relief l'importance de leur relation. Say, do you remember how I once carried you in this way when you twisted your ankle? Yeah, turns out lugging folks around is good training. So just cram it and let me finish my workout already. Yes, of course. Please, carry on. Dans ce jeu, il n'y a pas de Félix sans Dimitri, et pas de Dimitri sans Félix. Leur relation est au cœur de la majorité du scénario. Et vu que cette relation est une relation que j'aime tout particulièrement, je vais admettre que ça m'a fait plaisir. Assez pour avoir droit à sa petite partie personnelle. Sur cette note inhabituellement positive au vu de cette vidéo, je vais m'arrêter là. C'était ma review de Three Hopes et de pourquoi ce jeu m'a assez dégoûté de Faudland pour que je ne sois même pas sûre d'y retourner un jour. Les bons souvenirs que j'ai des lions sont intacts, fort heureusement, et je les garderai bien contre mon cœur. Pour le reste, on verra si j'arrive à me convaincre que ce jeu n'existe pas. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, il faut que j'aille gifler un mammouth. Je rappelle que quiconque tentera de défendre Edelgard dans les commentaires se verra instantanément bloqué par moi. À bon entendeur, ciao tout le monde.